J'ai eu beaucoup de retours sur la première vidéo de la série, dont un auquel je m'attendais un peu moins, qui s'apparentait à quelque chose comme ceci. Pourquoi donc veux-tu faire un cours d'économie sur YouTube? À quoi bon parler de concepts de valeur d'usage ou de valeur d'échange? C'est très loin de nos problèmes actuels. Et donc, avant d'aller plus loin pour parler des termes marxistes et proposer des explications alternatives, ce que j'ai prévu de faire dans le reste de la série, je me suis dit qu'il était important de rajouter un épisode 1 bis, une sorte de complément aux étonnements qui existaient dans le premier épisode de la série. Je reconnais que la manière de fixer les prix peut paraître très secondaire par rapport à des débats sur la répartition des bénéfices dans une entreprise. Et ce n'est clairement pas le premier sujet qui vous vient à l'esprit si on parle de marxisme. Votre rencontre avec le marxisme, votre première fois marxiste, c'est le débat sur le partage des richesses produites et plus précisément l'existence d'un profit dans le processus de création des biens qui est interprété par les marxistes comme une exploitation. S'il y avait une revendication marxiste, ce serait de mettre fin à ce qui est interprété comme un vol de la valeur générée par le travail des producteurs. Je vais donc vous partager mon étonnement sur ce sujet en partant de la création de ma propre petite entreprise qui s'appelle Carmin. Carmin est une maison d'édition, c'est-à-dire que globalement, 5 types de missions sont nécessaires à son bon fonctionnement. La première mission est de trouver des textes qui méritent d'être édités et de négocier les contrats pour les droits. La seconde mission consiste à faire la traduction et le travail d'annotation et de préface. La troisième mission consiste à faire le graphisme de la couverture, à mettre en page le texte et à préparer ce texte pour l'impression. La quatrième mission consiste à faire la logistique des livres, ce qui revient à recevoir des palettes, à préparer et expédier les commandes à tous les lecteurs. La cinquième et dernière mission consiste à faire la promotion des nouvelles parutions auprès de lecteurs potentiels, potentiellement même vous qui m'écoutez, de gérer le site web qui permet les commandes et de préparer les facturations pour les libraires. Chacune de ces 5 missions est importante pour le fonctionnement de l'entreprise et aucune de ces missions ne peut vraiment être supprimée, mais elles ne génèrent pas toutes le même chiffre d'affaires. Si je rajoute une heure de temps sur une de ces 5 missions, je vais générer plus ou moins de chiffre d'affaires supplémentaire. Je vais ramener tout ça en valeur journalière pour vous donner un exemple chiffré qui est un petit peu fait à la hache, donc on n'est pas du tout à la dernière virgule près, mais voilà ce que moi en tant qu'entrepreneur, je génère avec chacune de ces activités à peu près. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commander les livres de Carmin et que Carmin est en croissance, se pose à moi la question de recruter des personnes pour certaines des tâches. Par exemple, pour mettre les livres dans des enveloppes, inscrire l'adresse, coller un timbre et mettre le tout dans une boîte aux lettres, je suis prêt à rémunérer un employé par exemple 2 heures par jour en lui donnant 100% de la valeur générée par son travail. C'est-à-dire que je prends la valeur que moi je génère avec ce travail chaque heure et je lui donne 100%, je ne prends aucun profit sur ce travail. Donc pour ma part, je vais pouvoir allouer ce temps à une autre activité comme par exemple la communication sur le livre, la négociation de droits pour des futurs titres, etc. Voici donc ce qui se produit au cours d'une journée de travail. Ma petite entreprise est donc passée en employant un salarié 2 heures à la logistique de 270 € de chiffre d'affaires par jour à 380 €. Et c'est là que c'est le drame. Mon salarié, qui déplace les cartons en écoutant secrètement des vidéos marxistes d'une heure et demie, vient alors me trouver pour me dire « Dis donc Moss, déjà que t'es un culte et que selon mon streamer préféré t'as pas lu Marx jusqu'au bout, on a un sacré problème. L'entreprise va de mieux en mieux, le chiffre d'affaires augmente et toi tu ne me donnes pas ma juste part de ce succès. Tu me donnes 40 € chaque jour pour mon travail alors que je fais 20% du temps de travail et que l'entreprise fait 380 € par jour. Alors arrête-moi si je me trompe, mais tu m'exploites et tu me spolies d'exactement 36 € chaque jour en profitant sur mon dos. Techniquement, si j'écoute mon salarié, je dois désormais payer 38 € de l'heure, un travail qui ne génère que 20 € de l'heure de chiffre d'affaires. Ce que mon salarié prend pour une exploitation est en réalité un problème de perspective. En tant qu'entrepreneur, j'ai pivoté depuis une activité répétitive et inapte à générer des revenus vers une activité qui l'est bien davantage. Si je devais prendre son activité, je ne pourrais pas justifier de me payer davantage que 20 € de l'heure pour le faire. Mais voilà que mon salarié me demande à moi une part des revenus générés par mon propre travail, ce qui revient en somme à me faire exploiter par mon propre employé en renonçant à une part des revenus générés par mon travail pour surrémunérer celui qui est le sien. Si je devais d'un coup reprendre son activité, je ne pourrais pas justifier de me payer davantage que 20 € de l'heure pour le faire, puisque c'est exactement ce que cela génère. Mais voilà que mon salarié me demande à moi une part des revenus générés par mon propre travail, ce qui revient en somme à me faire exploiter par mon propre employé en renonçant à une part des revenus générés par mon travail pour que je puisse surrémunérer le sien. Admettons maintenant, à l'inverse,
que je me sois trompé dans mes calculs et que je réalise tardivement que chaque heure supplémentaire à faire de la négociation et de la communication ne rapporte quasiment rien en réalité. On va dire 5 € de chiffre d'affaires supplémentaire pour chaque heure ajoutée. Parce que peut-être que la première heure est l'heure la plus importante et qu'après toutes les heures supplémentaires sont finalement assez peu importantes en termes de chiffre d'affaires généré. Pour le dire simplement, mon excès de temps de travail n'est pas rentable. Et bien voici ce qui se passerait dans cette situation. Je vous affiche encore une fois un tableau. Dans ce cas, le taux horaire moyen passe d'environ 34 € de l'heure avant d'embaucher mon salarié à 28 € de l'heure après l'avoir embauché. Le chiffre associé à mon travail passe de 270 € par jour à 240 € par jour. Je viens donc de perdre 30 € suite à mes mauvais calculs. Et c'est là qu'un nouveau drame se produit. Alors que j'expose penaud mon bilan du mois à mon salarié, le voilà qui devient tout rouge et se fâche. Comment ça, Amos? Mais tu crois que je vais payer les pots cassés pour tes mauvais calculs? Moi, mon travail a été bien fait. C'est ton affaire de savoir pourquoi tu embauches. Moi, j'ai travaillé 2 heures chaque jour, je compte bien être payé pareil quoi qu'il arrive. Il est hors de question que je sois la variable d'ajustement de ton incompétence. Et alors, en regardant le tableau de comptabilité, il ajoute: D'ailleurs, tu voudrais que je te plaigne, alors que tu exploites ma force de travail pour réaliser un bénéfice de 8 € chaque heure, t'es vraiment sans cœur. Que faut-il retenir? D'abord que mon employé est prêt à adopter des raisonnements opposés en fonction de la réussite ou de l'échec de Carmin. Si le chiffre annuel croît, il estime mériter un surcroît de rémunération. Mais si le chiffre décroît, il ne veut pas partager mes pertes, par exemple. Il veut être payé au travail qu'il a effectué. Ensuite, que par un simple choix d'organisation de l'entreprise, on peut rapidement avoir l'illusion qu'une part du chiffre créé par l'entreprise est spoliée par d'autres personnes de l'entreprise, en l'occurrence moi, le petit patron qui gère l'affaire. Il est intéressant de signaler à ce stade que j'aurais pu donner l'impression inverse à mon employé en lui confiant les tâches les plus rentables et en me contentant de déplacer des cartons. Or, si je ne le fais pas en tant qu'entrepreneur, c'est précisément parce que mon but est de concentrer mon énergie sur les missions qui peuvent avoir un impact sur la réussite de l'entreprise, donc de la maison d'édition ici. Enfin, et c'est probablement le point le plus intéressant, c'est que dans le cadre conceptuel marxoïde de mon employé, les arbitrages que je fais n'ont pas valeur de travail. Si je fais une bonne décision, mon employé ne se dit pas que le travail de prendre une bonne décision mérite salaire. Pour lui, ce n'est pas un vrai travail. Prenons un deuxième exemple, probablement plus caricatural, pour illustrer cette question du vrai et du faux travail. Prenons un employé qui travaille dans une petite entreprise qui gère des distributeurs de canettes. Admettons, pour l'exercice, qu'autour de l'entrepôt et dans un rayon de 3 km, l'installation d'un distributeur de canettes génère le même temps de travail pour le réapprovisionnement et la maintenance où qu'il soit. Seulement, en fonction de l'emplacement, le distributeur sera plus ou moins rentable, évidemment. Un distributeur dans une ruelle en face d'un supermarché vendra très peu, puisque les gens peuvent acheter littéralement la rue d'à côté, la même chose pour moins cher. Un distributeur dans une gare vendra beaucoup parce que les gens y attendent parfois de longues heures sans avoir beaucoup de possibilités pour se déshydrater. Le même distributeur, avec le même processus de réapprovisionnement et le même coût de maintenance, peut générer 5 fois plus de chiffres s'il est bien situé. L'histoire racontée par l'employé est ici très différente. L'employé se démène pour transporter et installer le nouveau distributeur sous l'œil du patron. De son point de vue, un parasite en costard lui vole son temps de travail pour la seule et unique raison qu'il a pris la décision de poser le distributeur à tel ou tel endroit. La belle affaire. Lui, il déplace des chariots toute la journée et il est moins payé qu'un type qui n'a fait qu'indiquer où il fallait emmener le chariot. C'est rageant. Le travail de notre patron est effectivement beaucoup moins tangible que celui de son employé. Il a pu décider de poser son distributeur de canettes à un emplacement après des centaines d'études de marché et de sondages, comme il a pu le décider sur la base d'une intuition ou d'une imitation de ce qu'a fait un concurrent dans la ville voisine. Pourtant, quel que soit le processus de sa décision, le chiffre d'affaires du distributeur peut réellement passer de 50 € par jour à 250 € par jour, par exemple. Et cette variation du chiffre correspond tout de même vraiment au fait qu'il répond aux besoins de gens en fournissant un service qu'il souhaite. Mais ce qui échappe à notre employé, c'est que le choix de l'endroit du distributeur, qui semble abstrait, peut générer plus de richesse que le fait d'avoir déplacé le chariot et rechargé le distributeur. Quand bien même, selon l'employé qui pousse le chariot, ce n'est pas un vrai travail. Cette dichotomie du vrai et du faux travail hante tous les suiveurs de Marx. On peut lui trouver des noms divers, les producteurs contre les parasites, la France d'en bas contre les élites, ceux qui se lèvent tôt contre ceux qui se couchent tard, les cols bleus contre les cols blancs, les petites mains contre les consultants, etc. Voire si vous aimez le ton universitaire, les secteurs créateurs de survaleur et les secteurs non créateurs de survaleur. Voici par exemple ce qu'en dit l'économiste Thomas Sowell dans le livre Illusion de la justice sociale que nous venons de traduire à Carmin. Dans la littérature sur la justice sociale, on tend à traiter les avantages non mérités comme s'ils se trouvaient retranchés du bien-être du reste de la population. Or, il n'existe pas de niveau de bien-être fixe ou préétabli, que l'on parle de somme d'argent gagnée, du nombre de spectateurs appréciant tel sport ou de soldats survivant après une bataille. En déclarant que les 10% les plus
plus riches ne perçoivent plus seulement un tiers de notre revenu, mais la moitié, le président Barack Obama insinuait que ce que les riches touchaient se trouvait déduit des revenus d'autres personnes. Or, cela n'eût été vrai que s'il avait existé un montant fixe ou préétabli de revenu total. Il ne s'agit pas d'une subtilité superflue. Il est très important de savoir si les personnes à haut revenu augmentent ou diminuent les revenus du reste de la population. En clair, le revenu de l'Américain moyen est-il plus ou moins élevé à cause des produits créés et vendus par un multimilliardaire? Le message marxiste dénonçant l'exploitation a permis aux communistes d'accéder au pouvoir dans beaucoup de pays du monde au XXe siècle à un rythme et à une échelle rarement vus dans l'histoire. Il existe à l'évidence un marché politique pour ce message et les communistes ne sont que l'un des groupes idéologiques qui l'ont utilisé avec succès à leur propre fin, même si cela s'est avéré désastreux pour des millions d'êtres humains vivant sous des dictatures communistes. Pour les personnes qui s'intéressent aux faits plutôt qu'aux objectifs politiques ou idéologiques, il existe de nombreux examens factuels que l'on peut effectuer pour déterminer si la richesse des riches provient de la pauvreté des pauvres. L'un d'entre eux consisterait à vérifier si les pays qui comptent de nombreux milliardaires, que ce soit en termes absolus ou par rapport à la taille de leur population, présentent un niveau de vie plus élevé ou plus bas pour le reste de la population. Les États-Unis, par exemple, comptent plus de milliardaires que l'ensemble du continent africain et du Moyen-Orient. Mais même les Américains vivant dans des conditions officiellement définies comme modestes ont généralement un niveau de vie plus élevé que celui de la plupart des habitants d'Afrique et du Moyen-Orient. En conclusion, les discours marxistes les plus modérés insistent, parfois avec raison, sur la nécessité des travaux manuels. Supprimer un seul métier manuel, même le moins bien valorisé, arrête immédiatement tout le processus de création de richesse. Ainsi, mon employé peut me dire que c'est bien beau de vous parler du dernier livre de Thomas Sowell sur YouTube, mais que c'est parce que lui, il déplace des cartons que vous pouvez le recevoir chez vous en moins d'une semaine. Dans sa logique, si on enlève un maillon, il n'y a plus de produit à vendre. Cette logique, on l'a vu un peu plus tôt, conduit assez vite à une demande d'égalisation complète des rémunérations. Si tout maillon est indispensable, alors tout maillon doit avoir la même rétribution, quand bien même tout maillon ne génère pas autant de richesse. Poussés à l'extrême, certains discours moins timides demandent quant à eux purement et simplement l'abolition de tous les faux travailleurs ou la reconversion des faux travailleurs en vrais travailleurs. C'est ainsi que Puyi, dernier empereur chinois, a été reconverti en vrai travailleur jardinier dans un élan de fétichisation du travail manuel. Et cette nouvelle hiérarchie du travail ressemble à un remplacement de l'échelle des rémunérations par une échelle de la sueur. Then what was your wake-up to what was wrong with that line of thinking? Facts. À très vite pour la suite de la série.